Bon, et puis allez, on est parti. Alors bon, tu m'as déjà bien présenté, donc cofondateur SEMrush, ambassadeur SEMrush, je suis formateur également Google, ambassadeur PrestaShop, et également le fondateur de WP-Rank, qui est donc un plugin d'obfuscation à un thème SEO pour WordPress. Au sommaire, introduction et rappel, analyse de la concurrence, donc les concurrents, les contenus, le netlinking, et on aura une petite conclusion pour terminer. Avant tout, quelques rappels en préambule. Aujourd'hui, les deux axes majeurs d'optimisation du SEO sont la pertinence et la sémantique des contenus et les backlinks associés aux liens internes, le maillage interne. Cela revient dans toutes les études. Sur celle-ci qui est à l'écran, SEMrush classe le contenu et les backlinks dans le top 3 des éléments qui comptent le plus pour le référencement naturel. Il faut savoir que le contenu, c'est un petit peu le carburant qui va alimenter votre site. Et les backlinks, le netlinking, c'est l'effet boost qui va pousser encore plus loin vos contenus. Et il faut savoir que le netlinking se travaille au travers d'une stratégie pour avoir plus d'efficacité. Ce n'est pas seulement des petits liens qu'on achète par-ci par-là, il faut déployer une stratégie pour que ce soit pertinent. Donc c'est donc naturellement sur ces deux leviers que vont porter donc vos actions, mais encore il faut savoir comment les travailler et pourquoi. La valeur d'un mot-clé s'analyse au travers du volume de recherche mensuel de cette requête, c'est-à-dire sa capacité à attirer plus ou moins de trafic, du taux de conversion potentielle et de la difficulté du mot-clé, c'est-à-dire son niveau de concurrence. Il y a des mots-clés plus intéressants que d'autres d'un point de vue conversion et donc d'intention de recherche. Le volume de recherche ne fera pas tout. Il vaut mieux parfois investir sur des mots-clés à plus faible volume de recherche, mais dont le taux de conversion sera beaucoup plus important. Cela s'analyse bien sûr. À savoir aussi que gagner des positions sur un mot-clé très concurrentiel demandera plus d'efforts et donc un coût plus important. Allez-vous choisir donc des mots-clés de courte traîne ou des mots-clés de longue traîne? Chacun a ses avantages et ses inconvénients. C'est pourquoi ils servent différentes stratégies et dépendent du niveau de maturité de votre site. C'est une question de ROI, bien sûr. Alors, je vous ai mis deux exemples en bas. Courte traîne, on a pris iPhone, dont là, gros volume de recherche, mais au final, une intention de recherche très vague. C'est dur à positionner et la conversion sera faible. L'autre exemple de longue traîne, on a iPhone 13 Pro Max 256 Go, donc une requête qui est beaucoup plus ciblée. Mais là, le volume est beaucoup plus faible, mais par contre, la concurrence est également beaucoup plus faible également. Donc, c'est plus facile à positionner et la conversion sera meilleure car l'intention est beaucoup plus qualifiée, beaucoup mieux ciblée. Pour un jeune site internet, il faudra cibler donc dans un premier temps la longue traîne. Par contre, pour un site qui sera plus mature, qui sera plus ancien, qui a déjà une existence de vie depuis un certain temps, là, on peut aller chercher de la courte traîne parce que le site a déjà une bonne visibilité et possède déjà une certaine popularité. Donc, pour sa stratégie de mots-clés, il peut donc être intéressant de choisir un mot-clé avec un volume de recherche moins élevé, mais dont l'intention de recherche est plus ciblée et où le taux de conversion est plus important. Sachant que souvent, les gros acteurs ont beaucoup de mal à travailler toutes leurs pages. Ils ne peuvent pas être partout. Donc, il est possible pour un petit acteur de venir attaquer des gros acteurs sur une requête bien précise, et ça, on va le voir après par la suite. N'oublions pas que Google raisonne en termes d'intention de recherche. Son but est d'apporter la meilleure réponse aux requêtes des internautes. Voilà. Google n'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Il répond à des questions aujourd'hui. Il faut donc penser à faciliter la compréhension de Google quand on cherche à positionner une page. Et un point important, il faut déployer une page par mot-clé ciblé avec un texte optimisé pour chaque page. Une fois votre liste de mots-clés définie, il vous faut identifier vos concurrents. Donc, il faut connaître ceux que vous allez challenger.
La première étape est d'identifier ses concurrents dans donc la SERP de Google, ce qu'on voit à gauche. Cela donne un premier aperçu des efforts qu'il va falloir déployer. Alors ici, quand je dis concurrent, je parle de concurrent de marque. Je ne parle pas de concurrent de marque, je parle de concurrent web. Il y a vos concurrents qui sont vos concurrents dans la vie parce que c'est des marques concurrentes. Là, on parle vraiment de concurrents sur le web dans la SERP de Google. Là, il faut bien faire la différence entre les deux. Ce sont les concurrents à qui vous voulez aller voler les places pour être visible dans les SERP. À gauche, donc, on analyse directement la SERP dans Google. Donc, pensez à utiliser le mode de navigation privée, bien sûr. Et à droite, on utilise un outil pour cela, pour analyser la SERP, comme SEMrush dans cet exemple. Là, on a plus de précision. Un autre outil gratuit pour analyser les SERP avec plus de précision, c'est iSearchFrom. From qui, lui, permet de faire des recherches beaucoup plus neutres, c'est-à-dire il ne va pas tenir compte de la navigation, de la géolocalisation. Tout à l'heure, je vous disais pareil pour SEMrush, c'est plus précis parce qu'effectivement, ça ne va pas tenir compte de la navigation, de la géolocalisation d'où vous êtes, c'est beaucoup plus neutre. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là, vous pouvez même peaufiner les recherches beaucoup plus ciblées. Analyser une SERP, c'est analyser un instant T. Il est important de prendre de la distance et d'analyser les évolutions de celle-ci. Cela vous donnera de précieux indices quant à la sensibilité de la SERP. On a des SERP qui vont beaucoup bouger, où ça va régulièrement bouger entre les acteurs qui sont présents sur la première page, et d'autres SERP qui restent figés où ça ne bouge pas trop. Donc là, si le top 5 ne bouge pas depuis X temps, c'est que les principaux acteurs sont très bien établis dans la SERP. Le coût d'entrée sera automatiquement élevé. Que sur une SERP qui va souvent évoluer, où il y aura beaucoup de mouvements. Exemple ici, où l'on découvre l'évolution de la SERP sur, donc là j'ai pris la requête iPhone pas cher, sur une période d'1 mois. Donc là on est sur SEO Observer qui permet d'avoir justement à gauche les positions il y a 1 mois et à droite les positions actuelles. Et puis là on peut voir les mouvements dans le top 10, on peut voir que ce sont les mêmes acteurs, on retrouve les mêmes, mais il y a beaucoup de positions, et puis quand on va sélectionner un des sites internet, on voit automatiquement l'évolution qui est affichée, comme là je crois que j'avais cliqué sur Black Market et là on voit qu'il m'a affiché +1 au centre parce que Black Market est passé de 2e position à la 1re position. Donc cela permet de voir un petit peu comment la SERP évolue et si on voit de temps en temps des jeunes acteurs rentrer dans la SERP, etc. Là, bon, quelque chose un petit peu plus basique, mais une fois que ces concurrents sont identifiés, qu'on sait qui est réellement notre concurrent dans les SERP de Google, il est pertinent d'aller checker leur état de santé, et ça pour avoir un rapide état de santé, mais ça je pense que vous êtes beaucoup déjà à le faire, pour voir s'ils sont en progression ou en régression, on prend un outil tel que SEMrush, et on peut voir au travers des courbes, la courbe de mots-clés et la courbe de trafic organique, voir un petit peu comment ils se situent. Et bien sûr, un concurrent en perte de vitesse, où on voit que les 2 courbes baissent, ça reste un très bon signal pour nous. Pour connaître les moyens à accorder à ces ambitions, il faut analyser les faiblesses et les forces de ses concurrents. Une étude de Href a montré que 91% des pages ne génèrent aucun trafic depuis Google. Vous vous rendez compte, 91%. C'est énorme. Et les raisons les plus fréquentes, ce sont souvent des contenus qui sont inadaptés par rapport à ce qu'attendent les utilisateurs, des textes qui sont mal optimisés, et des pages qui n'ont pas d'autorité, bien sûr quand elles sont indexées, parce que toutes ces pages-là, effectivement, ne sont pas forcément indexées aussi. Donc, il faut donner plus de chances à vos pages de se positionner pour obtenir plus de trafic depuis les SERP de Google. Donc, les contenus, on l'a vu tout à l'heure, ce sont l'essence de votre référencement et de votre conversion. Donc, il est capital de s'assurer qu'ils correspondent en tout point à l'intention de recherche de la requête ciblée. Si vous ne savez pas ce que Google attend, vous pouvez analyser le type de contenu présent dans le top 5 de la SERP sur cette requête, par exemple. Si Google les a positionnés en top position, c'est qu'il estime que c'est l'attente, le besoin des visiteurs.
Et de nombreux outils peuvent aussi vous donner ces estimations, comme on le voit, on l'a vu tout à l'heure avec SEMrush. Voilà. Là, les captures que j'ai mis à l'écran au niveau des types de requêtes, ce sont des captures qui viennent également de chez SEMrush. Donc, une remarque, il n'est pas rare de trouver des articles de blog sur des requêtes pourtant transactionnelles. C'est le cas, par exemple, la requête acheter une tonneuse à gazon. Mais là, Google met en avant des guides. Donc, en fait, ça serait plus bien choisir sa tondeuse. Donc, si vous voulez ranker sur cette demande, sur acheter une tondeuse à gazon, il faudra inclure automatiquement sur vos pages, sur votre contenu, une partie guide qui va justement permettre d'aller vous positionner là-dessus. En revanche, il n'est pas pertinent d'écrire un article de blog sur simulateur de crédit immobilier, par exemple, parce que là, l'internaute et Google attendent d'avoir un simulateur et non un long texte qui va expliquer l'intérêt de simuler ou de souscrire à un crédit. L'optimisation sémantique de vos pages sera clé donc dans votre positionnement. Google se base sur les termes qui sont utilisés sur leur contexte et sur le champ lexical de la page. Donc là, à l'écran, je vous ai mis deux captures qui proviennent de SEMJ, qui est là pour vous guider sur les termes à associer au contenu de vos pages. À gauche, là, on a tapé la requête. Là, on est sur la requête qui est de mémoire. On était sur iPhone ou iPhone pas cher, je ne sais plus ce que j'ai mis comme requête, mais non, il me demande c'était iPhone. On voit ici donc les mots-clés qui sont recommandés donc dans la partie gauche à l'écran, ce que SEMJ recommande comme mots-clés à intégrer dans la rédaction, avec là également la pondération, le nombre de fois où ça doit être intégré. Et à droite, là, le contenu a été rédigé par le rédacteur, il a été optimisé sémantiquement en tenant compte justement des recommandations de SEMJ, et on va se rendre compte que par exemple sur le terme iPhone qui était recommandé, donc c'était 10 fois, il nous marquait 10+, donc il fallait intégrer iPhone au moins 10 fois, le rédacteur l'a intégré 33 fois. Donc là, on est très bon. Et pareil, pour tous les autres termes, le but est d'aller et de suivre le guide de SEMJ et de venir optimiser sémantiquement donc tous ces contenus pour avoir justement le champ lexical que Google attend. Et n'hésitez pas également à aller analyser les contenus de vos concurrents. Vous avez optimisé votre page, mais comment sont optimisés les contenus de vos concurrents? Donc vous allez aussi les tester dans l'outil SEMJ pour voir comment ils sont optimisés, et vous devez avoir un meilleur score qu'eux sur votre contenu. Après avoir analysé l'optimisation sémantique des pages concurrentes, prenez quelques secondes pour regarder sur quel type de site sont situées ces pages. Est-ce que l'on est sur un site qui est 100% thématisé dans un univers, ou est-ce qu'on est sur un site plus généraliste, on va dire multithématique, ou qui est un petit peu plus large? Par exemple, sur un site dédié uniquement à la vente de mobiles, là, on aura plus de poids, le champ lexical sera meilleur, on est sur un site qui vend que des mobiles. A contrario, si on est sur un gros site e-commerce plus généraliste, alors, par exemple, on peut prendre la Fnac et Darty qui peuvent vendre du mobile, mais qui vont vendre beaucoup d'autres choses à côté, là, ça sera automatiquement moins bon. L'environnement sémantique sera toujours meilleur sur un site qui est 100% dédié à la thématique, et je l'ai vu plusieurs fois que des petits sites spécialisés peuvent venir se positionner devant de gros acteurs. Et ça, on va le voir tout à l'heure, des petits sites qui ont des plus petits profils de liens, qui ont beaucoup moins d'autorité, qui sont là depuis moins longtemps, ils arrivent à se positionner devant des acteurs parce qu'ils sont plus pointus dans leur spécialité. Analyser le nombre de mots, sachant que la taille ne fait pas tout également. On a souvent tendance à penser que Google favorise les longs textes, mais ce n'est pas toujours vrai. Là encore, il est important de regarder ce qu'attendent les visiteurs et Google. Par exemple, pour tout ce qui est définition, les recettes de cuisine, vous aurez plus de chances de vous positionner avec un texte court, par exemple 200 mots, 300 mots, plutôt qu'avec un long texte qui pourrait faire 500, 1000 mots. Si on a tendance à dire qu'un long contenu fonctionne mieux qu'un court, c'est pour la simple et bonne raison qu'il est plus simple d'ajouter de la sémantique dans un texte qui sera plus long. On peut mettre plus de sémantique, de mots
associé à ce que l'on fait dans un texte de 2000 mots que dans un texte d'un texte de 2000 mots plutôt qu'un texte de 1000 mots qui sera plus petit. Et puis 1000 mots, par exemple, 1000 mots optimisés sémantiquement, valent mieux que 2000 mots qualitativement moins riches. Voilà, il ne faut pas écrire pour écrire, il faut avoir un contenu qualitatif et sémantiquement riche. Donc attention à prendre en compte 3 choses. Le besoin de l'internaute, recherche-t-il une recette de gâteau ou l'histoire du gâteau? La compréhension de la SERP par Google, est-ce que Google affiche bien des recettes de gâteaux? Et puis le troisième point, c'est le niveau d'optimisation du texte. Puis-je faire mieux que la concurrence d'un point de vue SEO? Si vous souhaitez vous démarquer, il faudra alors présenter à Google du contenu à forte valeur ajoutée. Pourquoi devrait-il vous favoriser, vous, plutôt qu'un concurrent qui est déjà présent dans la SERP depuis longtemps? Vous devez essayer d'apporter un maximum de valeur à vos textes. Cela peut être réalisé en ajoutant des chiffres pertinents et si possible inédits, des tableaux comparatifs, des études, des statistiques, mais encore des retours d'expérience. Pour résumer, voici la checklist pour les contenus. Alors, c'est les questions qu'il faut vous poser à chaque fois et répondre oui, non, est-ce que j'y suis ou j'y suis pas? Est-ce que je respecte l'intention de recherche? Oui, non. Est-ce que ma page est optimisée sémantiquement? Est-ce que l'environnement sémantique est adapté? Dans l'environnement sémantique, ça veut dire la sémantique autour de la page. Est-ce que je suis sur un site qui est spécialisé? Est-ce que ma page est mieux optimisée que celle de mes concurrents? On l'a vu avec SEMJ, on peut venir comparer l'optimisation. Puis-je ou dois-je faire une page plus longue? Est-ce que mes concurrents ont un contenu plus long et est-ce que justement je peux aller les challenger avec un contenu plus long? Est-ce que ma page possède plus de valeur ajoutée? Je dis toujours, vos pages doivent répondre à toutes les questions que se posent les internautes. S'il manque une réponse à leurs questions, ils vont aller chercher la réponse ailleurs et la vente se fera sûrement ailleurs. Donc, vous devez avoir les pages, les fiches produits les plus complètes pour justement répondre à toutes les questions, donner un maximum de valeur ajoutée. Le deuxième levier indissociable du contenu est l'autorité de votre page, de votre site par rapport à la concurrence. Après avoir analysé l'optimisation des contenus de la concurrence, il faut venir analyser l'autorité et la popularité donc, de ces contenus pour Google. Il s'agit de l'ensemble des liens, donc les backlinks, reçus par les concurrents. Il est important d'analyser cela sur la page concurrente, mais également sur son domaine. Donc nous allons prendre en compte la qualité des liens reçus, le nombre de liens reçus, le type d'encre utilisée, parce qu'on peut avoir des encres qui seront larges, donc on a plusieurs mots-clés, des encres optimisées avec très peu de mots-clés, des encres de type URL, on peut avoir des encres neutres, où ça sera cliquez ici en savoir plus, ou rendez-vous ici, etc. Et puis il y a aussi le rythme d'acquisition. Donc là, j'ai pris un exemple d'un site internet que l'on va voir sur la slide suivante, qui a reçu 4 backlinks. On le voit, on est entre mai et octobre. Entre mai et octobre 2022, il a reçu 4 backlinks vers sa page. C'est ce que l'on voit le plus souvent. Des pages internes ne reçoivent pas forcément beaucoup de backlinks, et c'est ce qu'on doit le plus souvent voir. Pour analyser tout ça, justement, donc la qualité des liens, le nombre de liens, les encres, le type d'acquisition, etc., on peut utiliser des outils comme Majestic SEO, SEO Observer et encore SEMrush. Là, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir se comparer aux concurrents afin de voir si notre site est suffisamment armé pour aller les challenger. Dans une optique héroïste de stratégie de mots-clés, il ne serait pas rentable pour un jeune site d'une autorité encore faible de chercher à se positionner sur des requêtes concurrentielles qui sont travaillées par des sites à forte autorité dans leur secteur. Il serait plus pertinent, dans un premier temps, de cibler des mots-clés transactionnels qui soient de plus longue traîne.
L'outil Keyword Competition Checker, c'est un outil que j'aime beaucoup de chez SEO Observer, qui est très pratique pour avoir une vue d'ensemble des profils des pages positionnées dans les SERP. Donc là, on est sur le mot-clé, iPhone pas cher, et ici, on a le top 10 affiché à l'écran. Dans cet exemple, ce que l'on va regarder pour ce top 10, on va regarder, mais on a le Trustflow, le TF par URL avec le nombre de domaines. Donc là, première colonne, on voit justement donc le Trustflow de chaque page interne et avec le nombre de domaines référents sur cette page. On a également le Trustflow du domaine, donc c'est le root domaine avec le TF également, le nombre de domaines référents également. Et on a également la data de chez SEMrush qui est à droite avec le nombre de mots-clés positionnés et le trafic organique estimé. Donc là, on peut, grâce à ça, on peut rapidement voir quels sont les gros acteurs qui sont présents sur ce mot-clé et quels profils ils ont, que ce soit en termes de popularité, d'optimisation de leur contenu, de trafic, etc. Là, on a une très très bonne vision de la concurrence grâce à cet outil-là. Pour revenir à ce que j'expliquais précédemment, pour les contenus, ici nous avons un parfait exemple. On a le site donc Allo Allo qui est cinquième dans la SERP. On voit que Allo Allo, il possède beaucoup moins de domaines référents. On voit que lui, sur son domaine, il n'a que 191 domaines référents. Il a un Trustflow de 16. Bon, le Trustflow, voilà, on peut en tenir compte ou pas. Il a sur l'URL qui est positionné sur cette requête-là, donc qui est alloallo.com/fr/iPhone pas cher, il a seulement un seul lien, un seul domaine référent qui arrive sur ce domaine-là. Et puis on voit qu'au niveau de la data SEMrush, c'est un site qui est assez petit, trafic estimé 25K, et en termes de mots-clés positionnés, on a à peu près 6600 mots-clés. Donc on voit qu'ici, ce site-là, il est tout petit, mais en fait, il figure au milieu des gros acteurs qui ont des métriques beaucoup plus importantes. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est un site qui est spécialisé, qui ne vend que des iPhones. Le site Allo Allo ne vend que des iPhones. Donc, il est 100% thématisé sur la requête que l'on vise, iPhone pas cher. Donc, comme je disais, voilà, grâce au Trustflow, on identifie rapidement si une page est soutenue par un bon maillage interne. Si on regarde sur la colonne URL, on voit que certains n'ont pas forcément de trust qui transite. On a des domaines qui sont très forts. On prend par exemple en 3e et 4e position, on a Rakuten et Amazon. On voit que les domaines sont très puissants, TF 64 et 71, ils ont beaucoup de backlinks, etc. Mais on voit que l'URL, elle a pas de TF. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pas travaillé en interne chez eux, c'est-à-dire ils n'ont pas optimisé le maillage pour transférer du jus vers ces pages-là, parce que ils ont tellement de produits, tellement de sections qu'ils ne peuvent pas tout pousser. Et on voit également qu'ils n'ont pas forcément travaillé ça également au niveau des backlinks, au niveau des liens externes. Le maillage interne, on le verrait au niveau du TF, parce qu'on fait transiter du TF du root domaine vers l'URL. Et puis, ils n'ont pas travaillé non plus les backlinks, le netlinking, parce qu'on verrait qu'il n'y aurait pas seulement qu'un seul domaine référent sur chaque page. Il y aurait beaucoup plus que ça de domaines référents. Ils seraient plus légitimes, eux, à en recevoir. Donc, ils pourraient en avoir. Donc là, ça permet de décrypter l'importance de la page pour le concurrent avec, on voit la volonté ou pas, la volonté qu'il a de travailler cette page ou pas, grâce à cette visu. Dernière chose, si on regarde le 10e acteur de la SERP, on observe qu'il a 365 domaines référents. Donc, ça fait un petit peu tâche. On voit que c'est beaucoup trop. Et là, on peut voir sur le graphique, alors je vais vous remontrer, donc ça c'est le graphique du 10e, où on voit le nombre de nouveaux liens acquis chaque mois. Donc on est pareil de mai à octobre, vous voyez en vert le nombre de liens qui sont acquis, et j'avais pris tout à l'heure ici un autre concurrent, on voit qu'il a seulement que 4 domaines référents. Donc là, on voit qu'ici, voilà, ils y sont allés un petit peu fort. On va retrouver quand même
Si on regarde en détail, on va retrouver du spam. Donc bon, le spam, ça, c'est pas forcément désiré. Mais par contre, on va voir qu'il y a beaucoup d'articles sponsorisés avec des encres de liens qui sont assez optimisés. Et surtout, on voit qu'il y a des liens footer et sidebar avec des encres de liens un petit peu tirées par les cheveux. Donc, on a par exemple un iPhone reconditionné. Mais un iPhone reconditionné, on voit qu'il y a 11 domaines référents sur cette encre-là. Donc, 11, ça fait beaucoup. Et surtout qu'il y a 1067 liens qui arrivent en provenance de ces 11 domaines référents. Et là, en regardant en détail, on voit que iPhone reconditionné, c'est un lien footer sur un site. Le site doit faire peut-être 1000 pages ou 900 000 pages. Et du coup, on reçoit 900 000 backlinks de ce domaine référent-là parce qu'on est en footer. Donc ça, il faut l'éviter. Vraiment, je vous déconseille de positionner des liens comme ça. C'est pas forcément bon pour votre SEO et pour votre site. On a également l'encre Apple reconditionnée, mais là, pareil, 9 domaines référents et on a 360 pages qui vont pousser sur cette encre-là. Donc, vu la suroptimisation ici du profil de lien, je pense qu'il ne devrait pas rester très longtemps sur la première page. Et là, on l'a souvent vu, des acteurs qui arrivent comme ça, qui vont vraiment trop fort sur la partie backlink, où c'est vraiment trop gros, ils montent, mais ils redescendent assez rapidement au bout d'un certain nombre de mois. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'analyser en priorité des sites qui sont stables. Ne reproduisez pas ce que reproduisent les sites qui vont suroptimiser, parce que vous les voyez à l'instant T dans la SERP, mais ils ne vont pas forcément rester longtemps. Donc, essayez de rester sur des bonnes pratiques. Et chez SEMJust, pour des stratégies de lien, ce que l'on préconise et ce que l'on met en place, nous, pour nos clients, c'est que déjà, on reste sur un nombre de liens cohérents. Là, on a vu qu'il y en a beaucoup trop. Vous êtes plus ou moins légitime à recevoir un certain nombre de liens. Et même légitime à recevoir certains sites. Quand on est nouveau, on ne peut pas recevoir une vague de beaucoup de liens. Hein. On en reçoit un petit peu, ça monte au fur et à mesure, etc. On est également légitime ou pas à recevoir des gros liens, des gros sites qui ont beaucoup d'autorité. Si on est tout petit, qu'est-ce qui nous rend légitime à recevoir un lien d'un très gros média national ? Mais il faut y réfléchir. Attention aux encres de lien aussi, restez sur des encres de lien naturelles. Là, on l'a vu, là, on est dans la suroptimisation. On peut se permettre quelques encres optimisées comme là, mais elles doivent être uniques. On ne doit pas les retrouver plusieurs fois dans le profil de lien et on doit les mettre sur les plus gros spots, les meilleurs sites. Et après, on va les noyer avec des encres qui seront plus naturelles sur des plus petits sites où il y en aura beaucoup plus. On évite les liens footer et les liens sidebar. Honnêtement, c'est pas forcément bon. Il vaut mieux un seul lien dans un bon écosystème, dans le cœur principal, dans le corps principal de la page, ça aura beaucoup plus d'efficacité qu'un lien qui va être présent sur une zone commune d'un site. Et puis, on essaie de varier au maximum les sites éditeurs. On fait attention au réseau de sites. On essaie d'avoir un lien par éditeur différent. Par exemple, une personne qui possède 30 sites en mathématiques, n'allez pas acheter les 30 sites chez lui parce que si un jour, on arrive à identifier que les 30 sites sont bien les siens et des très bons référenceurs, Google sont capables de l'identifier. Si Google avait les ressources, il pourrait l'identifier. Donc, un jour, ça peut arriver. Donc, attention, on essaie de varier. Voilà, j'ai 30 liens à poser. Je vais prendre 30 éditeurs différents pour éviter justement d'avoir des empreintes et noyer au maximum le poisson. Pour résumer la checklist pour la partie netlinking, c'est un petit peu la même chose. Là, on va répondre oui, non. Est-ce que mes concurrents sont à cette position depuis longtemps ? S'ils sont depuis longtemps, effectivement, ça sera plus compliqué. Ai-je donc du coup un profil de lien similaire ou supérieur au leur ? Et puis, quelle est aussi la distance entre les deux ? Est-ce que des sites anciens qui ont un gros profil de lien avec un contenu déjà bien optimisé, ils seront plus durs à aller chercher que des nouveaux qui sont arrivés il y a peu de temps, qui n'ont pas un gros profil de lien, mais que l'on peut venir facilement challenger et jouer aussi sur la rédaction. Et est-ce qu'ils travaillent réellement la requête que je vise ? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec SEO Observer. Je vais vous remettre la capture à l'écran parce qu'elle est parlante. Ici, voilà, là, on peut voir, est-ce qu'ils travaillent leur maillage interne ? Est-ce qu'ils travaillent le netlinking ? Et ça, on peut le voir assez facilement grâce à cet outil-là. Pour conclure, il ne me reste plus qu'une slide.
Donc, vous l'avez compris, les mots-clés que vous allez intégrer dans votre stratégie d'acquisition pour 2023, ben, ils vont être en fonction de l'état des lieux de votre site, de son autorité, de ses contenus et de ceux des concurrents que vous voulez détrôner. Mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Donc ça, c'était comment dire, le titre de mon intervention. Ben, les moyens financiers. Est-ce que vous, financièrement, vous avez les moyens de mettre du budget pour aller les challenger? Est-ce que vous avez les moyens en ressources internes, en ressources humaines? Est-ce que vous avez suffisamment de personnes en interne qui vont pouvoir actionner et travailler sur cela? Et est-ce que vous avez aussi les moyens d'attendre le temps nécessaire? Parce que ce que je dis toujours, le SEO, on n'appuie pas sur un bouton et ça part. Oui, ça part, ok, mais on n'a pas les résultats de suite. Ce que l'on met en place aujourd'hui donnera des résultats dans plusieurs mois. Donc, il faut être patient et il faut être en capacité de pouvoir attendre le temps nécessaire pour que ce que l'on appliquait il y a 6 mois, 9 mois, 12 mois en arrière soit bénéfique en termes de ROI. Si votre site n'est pas encore armé pour les requêtes prioritaires, ce qu'on a vu tout à l'heure, la courte traîne, où il y a beaucoup plus de concurrence, vous aurez un meilleur ROI en allant travailler dans un premier temps les requêtes secondaires. Commencez à vous positionner sur la longue traîne qui demande beaucoup moins d'efforts et de moyens. Et là, vous pourrez préparer ainsi le terrain de votre autorité. Tout en convertissant aussi sur les plus petites requêtes. Vous travaillez votre autorité, vous allez vous positionner sur les petites requêtes, celles qui sont les plus faciles à obtenir, et vous allez entamer cette progression pour arriver en phase 2, en phase 3, sur des mots-clés qui seront plus concurrentiels, qui seront un petit peu mieux ciblés par rapport à ce que vous voulez. Et pour vous comparer à la concurrence, donc je vous ai mis un graphique à l'écran, donc ça, vous pouvez le faire de votre côté avec Excel. Donc j'ai repris 6 points. L'intention de recherche, est-ce qu'on cible bien l'intention de recherche? Est-ce que la sémantique est bonne? C'est-à-dire la page, est-ce que je suis bien optimisé sémantiquement sur ma page et sur l'écosystème également? Est-ce que je suis un site spécialisé? Et ça, on l'a vu, hein, un site spécialisé peut venir se positionner plus facilement devant des gros acteurs. Donc, on peut avoir ce levier-là que les autres n'auront pas. Je suis 100% spécialisé en mathématiques et je peux venir challenger des gros. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. La qualité des liens. Il est important d'avoir des liens qui sont de qualité. Ça va beaucoup vous aider. Le nombre de liens également. Donc, nombre de liens, on l'a vu sur le domaine, mais aussi sur l'URL. Vous devez avoir des liens qui arrivent sur votre nom de domaine, sur le site en lui-même, mais également des backlinks qui arrivent sur les pages internes qui ont besoin également de jus. Hein. Il y a le maillage interne qui vient alimenter les pages en interne, mais on peut venir soutenir le maillage interne avec des backlinks pour accélérer la visibilité de ces pages-là. Et puis pareil, ce qui a du poids également, c'est la pérennité des positions. C'est-à-dire, si vous avez un concurrent qui est là depuis très 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 longtemps dans la SERP, sur ces positions-là, ça sera plus dur de venir le chercher parce que c'est un acteur qui est là depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit tableau comme ça de vos concurrents. Vous prenez les principaux concurrents que vous avez. Et puis, ça vous permet de voir où est-ce que j'ai de la marge, où est-ce que je peux venir gagner du terrain, parce que le SEO, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de leviers qu'il faut actionner pour venir se positionner et garder en tête que les deux leviers à actionner principalement, c'est le contenu et le lien. Ce sont les deux choses qui vont donner le plus de possibilités à votre site de se positionner. C'est vraiment le combo gagnant, contenu et lien. Voilà, merci à tous d'avoir écouté mon intervention. Et puis maintenant, je vais répondre à vos questions. Normalement, je dois avoir vos questions présentes. Merci Nicolas. Top, j'ai bien aimé ton approche par rapport à être très pédagogue. Merci. Et en plus, SameJuice, les liens, SameJ, le contenu. Exactement, on est complémentaires. Tout à fait. On a deux noms en plus qui sont assez proches. Donc, je suis en train de reprendre... Ouais, non, mais t'inquiète, je les ai, Nicolas. Donc, c'est cool, on a 14 minutes, on a plus d'une quarantaine de questions. Donc, ça va être assez intéressant de bénéficier de ton expertise.
Je vais commencer par une question de Zineb, Nicolas. Comment calculer l'indice d'efficacité des mots-clés? Ben, l'indice d'efficacité des mots-clés, on l'a vu. Alors, il y a différentes façons de le voir. Vous pouvez déjà voir déjà par rapport à l'intention de recherche, est-ce que c'est quelque chose qui répond vraiment à une intention de recherche? Quel est le volume également associé à cela? Et puis surtout, qui sont positionnés également sur ces mots-clés-là. Je vais le reprendre, je vais vous remettre, j'avais la slide qui était très bien pour cela. C'était contenu ici. Voilà, vous devez prendre en compte ce qui est marqué en bas, le besoin de l'internaute, l'intention de recherche, la compréhension également de la SERP par Google. Est-ce que ce mot-clé-là, voilà, il facilite la compréhension également de Google? Et puis également, après, il faut aussi tenir compte après derrière de l'optimisation du texte et comment vous pouvez l'optimiser, comment vous pouvez derrière venir le travailler d'un point de vue SEO. Très bien, je te remercie. Là, j'ai une question de Juliette. Pour toi, est-ce qu'il vaut mieux optimiser un vieil article dont l'URL contient le mot-clé mais qui ne génère pas actuellement du trafic, ou est-ce qu'il vaut mieux créer dans ce cas-là un nouvel article? Donc, optimiser un vieil article ou en créer un nouveau. Moi, j'aurais tendance à dire de conserver l'existant, c'est-à-dire il faut essayer de sauver un maximum de contenu présent sur le site. Donc, et puis Google, il aime la fraîcheur. Donc, n'hésitez pas à prendre, à retravailler vos anciens articles qui sont déjà là depuis un petit moment, qui ont peut-être déjà reçu aussi des backlinks. Donc, n'hésitez pas à retravailler ces contenus-là, à les optimiser sémantiquement, à mieux répondre à l'intention de recherche, et puis essayer de les remettre en avant sur votre site, de leur redonner de la fraîcheur, clairement de leur donner de la fraîcheur pour que il soit plus pertinent. Supprimer un ancien article pour en recréer un autre équivalent ne serait pas forcément une bonne pratique. D'accord. Et si le contenu n'était vraiment pas aligné, est-ce que tu vois un problème à changer l'intégralité du contenu? Si le contenu n'est pas aligné, oui, tout à fait. En fait, on peut, si le contenu n'est plus, comment dire, n'est plus d'actualité, on peut effectivement revoir complètement le contenu. Et c'est un petit peu la même chose. J'ai eu par le passé des clients à l'époque où je faisais beaucoup d'accompagnement sur des boutiques PrestaShop, des clients qui avaient des fiches produits qui étaient obsolètes. Et souvent, c'était plus simple de transformer la fiche produit. On conserve l'ancienne fiche produit, on ne change pas l'URL et on va mettre le nouveau produit, la nouvelle gamme dessus pour éviter de supprimer l'ancienne fiche produit et en recréer une autre avec une nouvelle URL. Et pourtant, le contenu changeait grandement. Mais on arrivait beaucoup mieux à repositionner cette page qui a été remaniée plutôt que repartir sur une nouvelle page qui était inconnue pour tout le monde. Ok. Hop, ensuite, tout à l'heure, tu m'as montré des screenshots de SEMrush. Pour toi, quel serait le volume de recherche optimal? Le volume de recherche, c'est en fonction de vos ambitions. Quand nous, on met en place des stratégies de lien, si on est sur un petit site qui est tout nouveau, on va aller chercher des petits volumes, des volumes de recherche mensuels de 300, 400, 500, 600, 700 grand maximum, qui sont facilement atteignables. Donc avec de la longue traîne qui est plus facile à cibler. Par contre, pour des gros acteurs qui ont déjà des profils de liens importants, qui sont déjà bien positionnés, etc. Pour cela, on peut aller chercher des volumes de recherche qui seront plus importants, de 2000, 5000, 10 000, 20 000. Tout dépend quelle popularité vous avez, depuis quand vous êtes là, et c'est ce qui va permettre de cibler plus ou moins des volumes plus importants. Mais il n'y a pas un volume de recherche qui serait commun à tout le monde. C'est pas possible. C'est en fonction des objectifs et en fonction du site que l'on possède en fait. Et des ressources qu'on est prêt à investir. Exactement aussi, tout à fait, tout à fait. Ok, tu parlais de petits sites, ça va très bien. Pour un site avec un trafic faible entre
5000 et 1000 par mois, combien de nouveaux backlinks on pourrait acquérir par mois sans se faire, sans éveiller les soupçons de Google? Ben là, c'est un petit peu la même chose. Combien de le trafic, c'est pas forcément, ça fait pas forcément tout. C'est plutôt ben, quel profil de lien vous avez déjà. Que vous ayez 1000 de trafic, 5000, 10 000, 20 000. Euh, c'est pas forcément le problème. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est combien de backlinks vous avez. Un nouveau site qui est tout nouveau. Donc nous, on va déployer une stratégie de lien sur plusieurs mois, sur 6 à 10 mois, 12 mois, et on va mettre tous les mois 1, 2, 3 backlinks maximum. Et c'est cette récurrence, cette endurance-là que l'on a qui fait que effectivement, ben, voilà, on fait monter le nombre de backlinks doucement, mais sûrement et de façon entre guillemets naturelle, pour pas être éveillé les soupçons, et on va avoir de l'efficacité au bout d'un moment. Pour un site qui est déjà en place depuis un petit moment, qui a déjà donc déjà un site qui a déjà 5000 de trafic, c'est qu'il a déjà un profil de lien, déjà où il a un super contenu et très peu de liens, où il a un contenu qui est moins bon, mais il a les liens qui vont compenser derrière. Donc si on est sur un site qui a déjà une cinquantaine de domaines référents, on pourra mettre un petit peu plus, on pourra aller chercher des sites un petit peu plus gros, qui ont un peu plus d'autorité, on peut passer de 2 à 4, 5 liens par mois. Et pour un site qui serait très gros, qui a des métriques beaucoup plus importantes, ben là, on peut mettre encore plus de liens et on peut même jouer sur le lien vers le lien. C'est-à-dire, j'achète un gros lien d'autorité et je vais le repousser avec du petit lien derrière pour envoyer encore plus de jus. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du profil de lien. Et mais chez nous, chez Samjust, chaque client qui vient nous voir, chaque prospect qui vient nous voir, ben c'est une étude spécifique. On va auditer cela pour ben, justement essayer de définir ben, de quoi réellement il a besoin, et on va rarement réappliquer plusieurs fois la même chose. C'est vraiment voilà, du sur-mesure et du cas par cas en fonction de chaque site, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent varier sur les sites, et on est là pour ça, justement, pour auditer ben, où en est le site, qu'est-ce qu'il a déjà mené à l'endroit où il est, et qu'est-ce que nous on peut faire pour le faire monter encore plus vite. Ok. Du coup, je rebondis sur une autre question, toujours sur les liens. Pour toi, quel serait le bon ratio entre DR, domaine referring domain, domaine référent, et nombre de liens? Ben, idéalement, c'est le ratio 1-1, c'est-à-dire j'ai un domaine référent qui me fait un lien. Mais on l'a vu tout à l'heure, on était sur un site qui recevait sur une URL qui recevait 11 domaines référents sur une certaine encre, et on avait 1000 et quelques liens qui arrivaient de ces 11 domaines-là. Donc ça, forcément, c'est ce qu'il faut éviter. Idéalement, c'est un site égale un lien. Et ce lien-là, on essaie de le mettre dans un écosystème sémantiquement proche. Ce qui est important quand on fait du netlinking, c'est d'avoir la sémantique très proche entre le site qui fait le lien et plutôt la page sur le site qui fait le lien et la page du site client. La sémantique entre ces deux pages doit être très proche pour que le lien ait plus d'efficacité. Ok, très clair. Hop, je vais te poser une question. Est-ce qu'il existe un outil où on peut trouver un score de pertinence sémantique au niveau d'un site ou au niveau d'une page? Ben, pour une page, pour un site, je pense pas, parce que la sémantique se mesure sur une page. Mais pour mesurer ben, la sémantique d'une page, ben, on l'a vu tout à l'heure avec SEMJ. SEMJ peut vous donner justement le score d'optimisation que vous avez, qui est compris de 0 à 100, et vous pourrez même mesurer votre score à vous et aller mesurer le score de vos concurrents. Et après ça, vous pouvez vous faire un tableau et justement voir, voilà, mes concurrents, mais quel score ils ont sémantiquement sur cette page-là, combien de domaines référents ils ont sur cette page-là, depuis quand est-ce qu'ils sont là, le nombre de mots qu'ils ont, etc. Et vous pouvez faire des graphiques comme ça, des tableaux, pour justement venir mesurer ça. Mais voilà, l'optimisation sémantique d'une page aujourd'hui a beaucoup de poids, donc vous devez absolument travailler cela. Merci Nicolas, j'ai même pas besoin de faire de promo. Selon toi, à quelle fréquence il faut analyser la SERP? Régulièrement. Régulièrement, parce que
Il faut pas se dire, voilà, aujourd'hui, je suis le premier, deuxième ou troisième, et puis voilà, je reste là-dessus. Il faut analyser la SERP régulièrement, parce que vous avez une stratégie, vous mettez des choses en place tous les mois, et vos concurrents, pareil. Et quels moyens se donnent vos concurrents par rapport à ce que vous donnez aussi. Donc ça, il faut le regarder régulièrement. Et vous avez des outils qui peuvent vous aider à le visualiser au quotidien. Vous avez SEMrush, vous avez aussi des outils plus spécialisés comme Monitorank, par exemple, où là, vous avez vos positions en temps réel. Et tous les matins, quand vous vous levez, vous pouvez regarder vos positions. Ça prend quelques secondes. C'est ce que j'aimais faire, moi, à l'époque, où je faisais beaucoup de consulting. J'avais un dashboard avec toutes les positions de mes clients. Et régulièrement, je les regardais pour voir justement ce qui bougeait. Et dès que ça bougeait, hop, de suite, je regardais voilà, qui était passé devant, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'on avait aussi une mise à jour. Quand je voyais que ça bougeait, pareil sur tout le monde, c'était une mise à jour de Google, et puis on voyait comme ça bougeait, puis ça revenait, etc. Voilà. Il faut les regarder souvent. Par contre, surtout, il ne faut pas s'alerter. Dès que ça va bouger d'un coup, il ne faut pas de suite s'alerter, il faut attendre. Puis des fois, ça met 15 jours en fait. Hein. Il y a des choses qui peuvent bouger et bizarrement, et ça va descendre, remonter, ça peut redescendre, etc. Ouais. Google fait beaucoup de tests en live, de plus en plus, et on peut voir que ça bouge. Mais voilà, regardez bien de quelle façon ça bouge, et si ça bouge, quels sont les concurrents qui sont passés devant vous, et essayez de savoir pourquoi. Et c'est pour ça que si vous faites des analyses régulières de vos concurrents grâce au tableau graphique que je vous ai proposé, ça vous permet d'avoir un petit peu un historique et de voir, le mois dernier il était là, mais ce mois-ci il en est là, et donc effectivement il a travaillé ses backlinks, ah oui, mais là il est venu optimiser son contenu, ah mais là il a rajouté un certain nombre de mots, ah mais il a modifié son maillage interne. On peut essayer de regarder ce que font les concurrents pour se dire, OK, il est passé devant moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le fait de garder une vision poussée sur le travail de vos concurrents, ça vous permet à vous de voir qu'est-ce qui a marché chez eux et qu'est-ce que vous devez faire et encore mieux qu'eux, en fait. Très bien. Et du coup, je vais finir avec une question qui va bien avec le thème de la conférence. Est-ce que ce mot-clé est à la hauteur de vos ambitions? Avec tous les outils que tu as présentés, SEMrush, SEMjuice, tu n'as pas présenté SEMjuice, mais SEMJ. La question, c'est est-ce que tous ces outils de recherche sont payants, ou plutôt est-ce qu'il existe des alternatives gratuites pour ceux qui veulent apprendre le SEO et donc du coup ont des ambitions un petit peu plus simples? Alors malheureusement, il y a très peu d'outils qui sont gratuits, parce qu'il faut savoir que ces outils-là ont demandé énormément de recherche, de travail, etc. Donc on ne peut pas avoir des outils aussi poussés gratuits. Il y a des outils qui vont vous permettre, SEMrush, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses dans tout ce qui est SEO, marketing, etc., mais qui reste quand même assez coûteux. Nous, chez SEMjuice, c'est plus un service qu'on vient acheter, c'est pas forcément un outil. Donc nous, on vient acheter une prestation, et nous, tout ce qui est outil, etc., c'est fourni avec. SEMJ, effectivement, SEMJ, aujourd'hui, c'est un des meilleurs outils d'aide à l'optimisation sémantique de vos contenus. Donc, il y a eu un boulot énorme qui a été fait par SEMJ derrière aussi. Donc, c'est pas possible d'avoir des outils comme ça ou gratuits ou à des prix dérisoires. SEO Observer est aussi payant. Aujourd'hui, il n'y a pas... malheureusement, tous les outils que je vous ai listés, ce sont des outils qui sont payants, et il n'y a pas d'alternative gratuite, même qui ferait beaucoup moins de choses. Malheureusement, aujourd'hui, il faut se dire, allez, j'investis un petit peu dans des outils. Alors, vous ne pourrez pas tous les prendre, mais il faut choisir celui que vous allez pouvoir utiliser. Donc, bon, SEMjuice, c'est spécifique au lien, c'est plutôt une prestation. SEMJ, c'est un outil qui fait que de la rédaction. Donc, je pense que SEMJ, vous ne pourrez pas vous dissocier d'utiliser un outil comme SEMJ. Par contre, après, est-ce que je prends un SEMrush? Est-ce que je prends un SEO Observer? Est-ce que je prends Majestic SEO? Là, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, vous pouvez parfois demander d'utiliser gratuitement un outil pendant 7 jours, etc. Il y a des offres comme ça. Ça vous permet un peu de vous familiariser avec les outils, et après voir quel outil je vais sélectionner et sur lequel je vais investir un petit peu de budget. Mais en tout cas, voilà, ces outils-là aujourd'hui sont nécessaires. Si vous ne voulez pas rester dans le noir et avancer dans le noir, il vous faut absolument monitorer un petit peu tout ça, et donc il faut automatiquement prendre des outils. Voilà. Ok, merci Nicolas pour toutes ces infos. On a déjà dépassé le timing. Merci à toi pour la présentation, merci à ton équipe aussi. Avec grand plaisir. Franchement, c'était top. Et tu peux passer la slide suivante? Je passe à la slide suivante, tout à fait.
Hop, Et comme Nicolas voilà. l'a dit, bah, la clé pour se positionner, c'est le contenu et le netlinking. Si vous voulez aller travailler vos intentions de recherche, vos optimisations sémantiques, vous pouvez aller vous renseigner sur SEMJ, sur notre extension Chrome avec notre promo. Et bien sûr, si vous voulez faire du netlinking, vous pouvez aller contacter SEMJuice pour vous faire accompagner sur votre stratégie. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a eu beaucoup de questions. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas en fait à nous contacter derrière. Voilà. Et puis, on vous souhaite un bon appétit et merci d'être resté jusqu'à la fin. Ouais. Et on se retrouve donc du coup après manger à 14h30 avec Nicolas que vous avez vu hier et Julien, product owner et expert SEO de chez Samj, qui vont nous partager en fait 10 astuces pour gagner du temps dans l'optimisation de vos contenus au quotidien. Ça va être super concret, super rapide. En fait, c'est 10 live démos. Donc venez, ça va être vraiment super intéressant. Par exemple, comment identifier des pages transactionnelles pour votre e-commerce ou comment créer un concours sémantique. C'est dans 2h10. Donc, en attendant, bon appétit. Et merci Nicolas. Ciao.